Comme d'usage, chaque vendredi, nous avons un invité sport. Henri Akodo, bonjour. Bonjour Michel, bonjour à nos chers amis. Vous êtes le responsable du site afriqueexpressport.net. Avec vous, nous allons parler de la Ligue des champions d'Afrique. Les chiffres sud-africains défient l'orgue égyptien à la Ligue. Nous allons également parler de la Copa América et Messi gagnant enfin un gros trophée en sélection. Football, le gardien italien Gianluigi Donnarumma s'engage jusqu'en 2026 avec le Grand Paris Saint-Germain. Alors Henri Akodo, au niveau africain et surtout en Ligue africaine des champions, les Kaizer Chiefs affrontent l'équipe ou bien l'orgue égyptien à la Ligue. Que retenir? Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette finale à venir? Oui, bien évidemment, le stade Mohamed V de Casablanca sera le théâtre d'un duel qui s'annonce haletant et palpitant entre de grandes formations sur le continent. En tout cas, c'est une finale inédite entre le national Al Ahly, non nul plus champion d'Afrique, qui court derrière un 10e sacre dans cette compétition la plus prestigieuse sur le continent. Le Al Ahly qui veut décrocher son déciment dans cette compétition. Et en face, c'est une formation du Kaizer Chiefs qui est dans une progression ascendante, une progression fulgurante depuis quelques années avec une très bonne organisation. Et ce club va disputer pour la première fois une finale de la Ligue africaine des champions. On s'attend à un match qui sera âprement disputé des deux côtés, puisque quand vous voyez un peu les parcours de ces deux équipes, notamment du Al Ahly qui a tout simplement marché sur ses adversaires tout au long de la compétition. Le Al Ahly, c'est quand même ce football chatoyant, avec du jeu vers l'avant, avec des joueurs qui sont très complémentaires entre eux, qui se déplacent les uns par rapport aux autres. Il y a une idée de jeu assez claire qui est implémentée par un certain Pitso Motimane, l'entraîneur sud-africain de cette équipe, qui va rentrer encore plus dans l'histoire s'il arrivait à décrocher ce 10e sac-là pour la formation Kairos. Maintenant, en face, c'est quand même le Kaizer Chiefs de l'entraîneur Stuart Baxter, l'entraîneur britannique, une équipe qui a tout simplement fait sensation au cours de cette saison en Ligue africaine des champions, avec quasiment 6 victoires en match de poule, une attaque de feu incarnée par un certain Kama Biliat qui était blessé, mais il sera de la partie l'international zimbabwéen, un joueur qui constitue un peu la figure de pro de cette équipe. Il a ce contact visuel de prestidigitateur, il voit avant les autres. C'est lui qui oriente, c'est lui qui déclenche les étincelles de sa formation. Vous avez également des joueurs comme Bernard Parker, des joueurs comme Willard Katsanda, et sans oublier le gardien emblématique sud-africain, Itumeleng Kune, qui est souvent le dernier rempart de cette formation. Une équipe dans le comportement qui est souvent agressif sur le porteur du ballon. Ça combine bien le jeu au sol, mais également le jeu long vers l'avant avec la profondeur. Donc c'est dire que cette finale elle sera âprement disputée, mais quand on regarde de l'historiographie de ces deux formations, vous conviendrez avec moi que le Al Ahly part avec les faveurs de pronostics. Et vous l'avez dit, c'est finalement l'expérience contre la jeune garde qui incarne véritablement le football sud-africain. À vous, à quel niveau se fera la différence? Oui, bien évidemment, c'est l'expérience et la maturité technique et collective du Al Ahly face à la fougue, à la jeunesse, à l'insouciance de cette formation du Kaizer Chiefs. Je pense que au prime abord, la différence se fera sur le plan tactique. Nous savons que Pitso Motimane connaît bien cette formation du Kaizer Chiefs. Étant un ancien entraîneur du Mamelodi Sundowns, le club rival de cette formation sud-africaine, ancien sélectionneur bien évidemment de l'Afrique du Sud, c'est quelqu'un qui connaît bien les forces et les faiblesses de ses adversaires. Le Al Ahly ne va pas rechigner par rapport à ses principes de jeu. C'est une équipe qui souvent veut dicter sa philosophie de jeu, le jeu vers l'avant, le pressing très haut pour étouffer l'adversaire, pour submerger l'adversaire, récupérer les ballons de manière haute pour pouvoir les prendre en déséquilibre. Pour le Al Ahly, la philosophie de Pitso Motimane, elle est claire. Vous avez cet ancien sélectionneur de la République tchèque, Karel Bruckner, qui dit souvent, lorsque vous êtes techniquement au-dessus de votre adversaire, lorsque vous avez des individualités au sein de votre équipe, il faut tout faire pour pouvoir dicter
votre jeu offensif à l'équipe et puis derrière, vous allez pouvoir gagner. Donc, je pense qu'il sera fidèle à ce principe de jeu. En face, c'est quand même Stuart Bartzer qui hérite d'une équipe vertébrée, bien structurée, avec une rigueur défensive sans faille, incarnée par le dernier rempart, Itumeleng Kouné, un gardien très expérimenté qui sauve souvent son équipe lorsqu'elle traverse des trous d'air. Devant également, ça va très vite avec des joueurs comme Bernard Parker qui sont capables en toute explosivité de pouvoir, grâce à des fulgurances, prendre à défaut leurs adversaires. Donc je pense que ça va se jouer sur le plan tactique. C'est un 4-3-3 des deux côtés. Maintenant, au-delà de l'aspect tactique, technique, au-delà de l'expérience, je pense que la gestion des émotions sera très importante dans cette rencontre, puisque pour une telle finale, l'enjeu, il est de taille. Et à ce niveau, on peut plus voir à la ligne du Caire. Et à ce niveau, on peut plus voir la ligne du Caire parce qu'ils ont l'expérience qui parle pour eux. Mais attention également à l'insouciance, à cette, en tout cas, force-là qui est en train d'animer ces jeunes Sud-Africains qui veulent également écrire l'histoire. Je pense que les deux équipes, ça va se jouer sur des détails. L'équipe qui aura, en tout cas, les coups de défense nécessaires pour gérer ces temps faibles et ces temps forts, c'est celle-là qui va l'emporter au final. Et souvent, Henri Akodo, il faut dire que le niveau du championnat local aussi est un aiguillon pour la victoire finale. Exactement. Quand vous voyez un peu ces deux championnats, notamment la première ligue sud-africaine et la première ligue égyptienne, ce sont deux des meilleurs championnats sur le continent. Donc, c'est la consécration également pour ces championnats-là parce que vous avez des équipes qui sont très bien organisées sur le plan managérial, sur le plan technique. Vous avez une escouade de joueurs très talentueux. Vous avez également des entraîneurs qui sont très expérimentés. Je parlais tantôt de Pito Motimane qui a déjà entraîné les Bafana d'Afrique du Sud. Idem également pour son rival de cette finale, notamment Stuart Baxter, qui a entraîné lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations cette sélection nationale de l'Afrique du Sud. C'est dire que ce sont véritablement le niveau de ces championnats-là rejaillit forcément sur ces équipes-là en phase de Ligue des Champions. Donc, il n'y a pas de la magie. Le football, c'est du travail. Le football, lorsque vous êtes bien organisé, lorsque vous êtes bien structuré, les résultats s'en suivent. On va également parler de la Copa América et finalement Messi qui gagne un trophée, un grand trophée si on peut le dire, ou bien un gros trophée pour sa sélection, l'Albi Céleste. C'est fait, c'est vrai qu'on l'a critiqué à maintes reprises pour ce manque entre griffes de trophées. Il a finalement gagné Henri Akodo. Lionel Andrés Messi qui vient d'écrire l'histoire, il vient de mettre fin à une dizaine de 28 ans pour la sélection Albi Céleste. Les Carlos Redondo, les Gabriel Batistuta, sans oublier également ce grand joueur, ce grand entraîneur de l'Atlético Madrid, Diego Simeone, sont quand même les derniers Argentins à pouvoir soulever ce trophée. Et donc Lionel Messi et ses coéquipiers ont tout fait pour pouvoir finir avec cette malédiction. L'Argentine qui a perdu plusieurs finales ces dernières années dans cette Copa América. Souvent contre le Chili. Contre le Chili, souvent au tir au but, bien évidemment, et souvent le malheur du plus grand joueur, d'un des plus grands joueurs de l'histoire. En tout cas, Lionel Messi qui a souvent raté ses séances de tir au but et derrière son équipe a perdu ces finales-là, notamment 2 finales face au Chili et face au Brésil, à l'Estadio Maracana de Rio de Janeiro, dans la nuit du samedi à dimanche, la fin d'année. Ils ont su quand même, avec le courage, l'abnégation, la détermination, avec la grinta, avec la pugnacité nécessaire, ils ont su quand même puiser dans leur dernier retranchement pour aller soulever ce sac-là qui manquait à l'Argentine. Lionel Messi, il a tout gagné avec son club, le FC Barcelone, notamment 4 Ligues des Champions, plusieurs Ligas, plusieurs Supercoupes d'Espagne, plusieurs Supercoupes d'Europe, mais il n'avait pas encore gagné de titre avec la sélection Albi Céleste, nonobstant les Jeux Olympiques, mais ce n'est pas quand même un trophée majeur. Là, il vient de réussir avec tous ses coéquipiers. Lionel Scaloni, qui est l'entraîneur, qui a cru en cette équipe.
il a mis des jeunes joueurs au sein de cette équipe pour rajeunir l'équipe, notamment Rodrigo De Paul, le joueur de l'Udinese qui va rejoindre très bientôt l'Atlético de Madrid. Vous avez des vieux loups, des vieux briscards, comme les Nicolas Otamendi, qui ont fait le sale boulot sur le plan défensif. Et avec ce courage-là, cette détermination, ils ont su quand même véritablement décrocher ce trophée. D'une manière générale, quelle a été, selon vous, la force de l'équipe d'Argentine au cours de cette compétition? Quand vous regardez un peu les équipes argentines ces dernières années, c'est quand même une équipe qui aime le beau football. On privilégie l'esthétique, le jeu ultra offensif, tourné vers l'avant, le jeu au sol très léché, très alléchant, avec des joueurs, une constellation de stars, les Sergio Agüero, les Gonzalo Higuaín et tous les autres, les Lautaro Martinez. Mais dans cette génération de Lionel Scaloni qui a pu décrocher ce trophée la fois dernière à l'Estadio Maracanã de Rio de Janeiro, cette génération-là a un style de jeu qui tranche un peu avec le football traditionnel de l'Argentine. C'est dire qu'ils ont compris que quand il faut gagner aujourd'hui dans le football mondial, il faut un assemblage de tout. Il faut un assemblage de tout. Il ne faut pas seulement privilégier que du beau jeu. Il faut faire preuve de métier, d'abnégation, de détermination. Et ils ont su le faire parce que quand vous regardez un peu la finale, l'Argentine a produit un jeu karma haché. Ils ont pris les taureaux par les cornes. Ils savent que sur le plan technique, ils ne peuvent pas rivaliser avec la sélection Oliverde, menée par un certain Neymar. Et donc, ils ont su quand même resserrer les lignes. Ils ont fermé les circuits de passe. Ils ont défendu bas. Et quand ils ont eu des rares situations, des incursions, ils n'ont pas hésité à pouvoir mettre la pagaille dans cette défense brésilienne. Et ce but-là d'Angel Di Maria, qui vient sauver tout un peuple qui était affamé, qui avait une certaine appétence, parce que l'Argentine n'avait plus gagné pendant plusieurs années, 28 ans. Et donc, je pense que c'est ce détail-là, ce changement de logiciel tactique, parce que l'Argentine n'a pas bien joué dans cette finale. Ils ont mis, en tout cas, l'intensité dans le jeu, beaucoup de volume de course et la précision. Ils ont été chirurgicales sur cette seule occasion. Angel Di Maria a fait la différence. C'est salutaire pour cette formation Albiceleste. Quand on voit le football mondial qui a, si on peut le dire, une ribambelle de stars, où Lionel Messi est présenté pour les uns comme le meilleur, pour les autres comme l'un des meilleurs, que représente véritablement ce trophée pour Lionel Andrés Messi? Lionel Andrés Messi, au-delà de ses qualités individuelles, on sait très bien, c'est un môme avec le ballon. C'est un joueur qui vise l'esthétique. Parfois, ses gestes semblent parfois superflus, pour ne pas dire superfétatoires, mais il est souvent décisif pour ses équipes, notamment pour le FC Barcelone. C'est un artiste tout simplement, à l'instar de Diego Armando Maradona, mais ne pas gagner de titre avec l'Argentine serait été comme un accident de l'histoire, serait été perçu comme un crime de lèse-majesté, puisque quand même c'est un joueur qui a un cran au-dessus, un joueur de l'histoire. Je pense que ce trophée véritablement va peser dans le landerneau footballistique, puisque visiblement Lionel Messi, ce qu'on lui reprochait, il a tout fait pour pouvoir porter cette sélection albiceleste et ils ont su quand même décrocher ce trophée. Il peut quitter la sélection maintenant. Il peut s'estimer heureux, mais connaissant ce joueur qui est avide de records, qui a une certaine appétence également pour des titres, je pense qu'il va vouloir continuer dans cette dynamique, dans cette logique, puisqu'il y a le mondial au Qatar qui arrive. Diego Armando Maradona a eu à remporter une Coupe du Monde avec l'Argentine, notamment en 1986. Il va vouloir imiter également son grand idole. Et donc, visiblement, je ne suis pas certain que Lionel Messi est prêt à rendre l'établi au niveau de la sélection. Il va vouloir continuer à mener cette belle génération, cette jeune génération de jeunes joueurs, les Lautaro Martinez, les Rodrigo De Paul, à pouvoir aller soulever le plus grand titre, en tout cas, qui puisse exister dans le football. Diego Maradona, les gens disent qu'il est parti avec l'ombre là qui planait sur
Lionel Andrés Messi. Les gens sont assez superstitieux, oui. En tout cas, il y a une certaine coïncidence. On pourrait dire que ça m'aura quand même conjuré le sort, Ouais. mais pour être scientifique, pour être objectif, Ouais. je pense que ça n'a rien à voir. Alors, le gardien italien Donnarumma signe au Grand Paris Saint-Germain jusqu'en 2026. Un gros coup pour le PSG. Un gros coup pour le PSG qui rêve de ce grand titre, de ce Graal final. D'ailleurs, c'est en tout cas l'ambition affichée par les dirigeants depuis leur prise de fonction à la tête de cette formation francilienne en 2012, les dirigeants qataris. Le PSG qui a subi des revers à plusieurs reprises. Pour cet été, ils ne sont pas découragés avec Leonardo qui fait un travail de sape, un travail assez louable. Il ne bavarde pas beaucoup, mais il est efficace. Vous avez vu tout le recrutement qu'il a fait au cours de cet été pour le moment, notamment les arrivées de Achraf Hakimi, de Sergio Ramos, De Wijnaldum. Wijnaldum Jorginho. Et le dernier pour le moment, c'est quand même Insigne. Gianluigi Donnarumma, un transfert assez intéressant. On parle Il faut d'Insigne préciser- également. Ce n'est pas encore fait. On parle de Insigné. Insigné, Lorenzo Insigné. C'est pas encore fait. C'est pas encore fait, c'est dans les tuyaux. Ouais. Mais pour l'instant, je pense que cette arrivée de Gianluigi Donnarumma est quand même salutaire pour cette formation parisienne qui vient encore une fois d'ajouter un des grands gardiens du moment à tout son effectif. Gianluigi Donnarumma, c'est quand même l'histoire de ce jeune gamin italien, en tout cas qui a démarré avec le Milan AC à 16 ans seulement. À 22 ans, il a déjà cumulé plus de 300 matchs avec l'AC Milan et il quitte libre la formation lombarde pour qui retrouver avantage le PSG. la formation parisienne. C'est dire de la stratégie de recrutement de ce PSG qui va chercher sur le marché du mercato des joueurs libres pour pouvoir étoffer, pour pouvoir apporter une plus-value à son effectif. Je pense que les qualités de ce gardien vont en tout cas influer positivement sur les prestations de cette formation parisienne parce qu'il est jeune, il est explosif, il est fort sur sa ligne, il a un bon... il a un bon contact visuel, c'est important pour un gardien. Il sait bien lire les trajectoires et dans les buts, il y aura une sacrée concurrence avec Keylor Navas, le gardien costaricien. C'est-à-dire que cette concurrence peut-être va apporter une certaine émulation et ces joueurs vont vouloir se sublimer pour pouvoir porter le PSG très haut. Vous avez parlé de cette concurrence. Finalement, pour vous, c'est une bonne chose pour le Paris Saint-Germain parce qu'on a vu la saison, on ne peut plus extraordinaire également du gardien corsaricien. Oui et non pour moi. Oui parce que quand vous avez en tout cas un gardien qui a également beaucoup de qualités, qui est un international italien, récent vainqueur de l'Euro. En tout cas, ça vous met une certaine pression. Et quand vous êtes aligné, vous allez tout faire pour pouvoir véritablement répéter des prestations idylliques, des prestations de haute attitude pour ne pas se faire chipper votre place. Maintenant, à côté également, c'est un coup de pression pour Keylor Navas, clairement. Et s'il n'arrive pas à évacuer, à faire abstraction de cette pression-là, il pourrait commettre des bévues dans sa cage et cela n'avantagerait pas le PSG. Donc je pense que certainement que Leonardo et l'entraîneur Mauricio Pochettino ont déjà pensé également à la manière de gérer un peu ce cas-là, l'effectif, et ils vont, pourquoi pas, faire tourner. Peut-être un gardien sera titulaire en championnat, l'autre va jouer en Ligue des Champions, en Coupe de France ou en Coupe de la Ligue. Voilà un peu les solutions qu'on peut envisager à ce niveau. La Ligue des Champions, vous voyez plus Keylor Navas plutôt, compte tenu de son expérience? Il a de l'expérience, il a gagné 3 Ligues des Champions avec le Real Madrid. C'est un grand gardien, il a du charisme, il a un bon jeu de pied, il a une bonne lecture, il est fort sur sa ligne, mais quand on compare ses qualités avec celles de Gianluigi Donnarumma, qui est un gardien de grande taille, un gardien longiligne. D'ailleurs, quand on sait qu'aujourd'hui dans le football moderne, c'est une des caractéristiques pour, en tout cas pour les grands gardiens, à ce niveau,
Keylor Navas est un peu désavantagé. Peut-être que Gianluigi Donnarumma aura le vent en poupe, puisqu'il est très jeune. Keylor Navas, aujourd'hui, il a 34 ans. Voilà un peu. Donc, je pense que ça va se jouer sur des détails. Je n'aimerais pas être à la place de Mauricio Pochettino. C'est quand même, ça serait quand même très difficile de mettre l'un ou l'autre sur le banc. Donnarumma, meilleur joueur que la récente Héros. Coup de pression, non seulement pour sa personne, mais également pour son club. Coup de pression pour sa personne, bien évidemment. Mais c'est un joueur qui a de la bouteille, comme on le dit dans le jargon. Parce que quand vous le voyez gronder, par exemple, dans la sélection à Jury, contre Bourgogne, contre ses vieux papis, et Giorgino Chiellini, 36 ans, et Leonardo Bonucci, 34 ans, ça illustre parfaitement son caractère, son charisme. Et à ce niveau-là, je ne pense pas que la pression, il sera inhibé, il sera tétanisé par la pression. Il a quand même les qualités nécessaires pour évacuer cette pression-là et pour pouvoir porter également le PSG. Vous avez parlé tout à l'heure des recrues du Paris Saint-Germain, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Wijnaldum, Donnarumma et autres. L'objectif, c'est la Ligue des Champions indubitablement. Le matériel, il est lourd et clairement, l'objectif affiché, c'est quand même aller soulever enfin ce Graal. On se souvient de celle-ci avec Roman Abramovich qui a pris les rênes de cette formation en 2004. Il a fallu 8 ans après, pour pouvoir décrocher la Ligue des Champions. Ils ont perdu une finale en 2008 face à Manchester et en 2012, ils ont battu le Bayern de Munich. Le PSG, les Qataris ont pris cette formation en 2012. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Ça fait quasiment 9 ans. Ils s'impatientent. Et je pense que l'objectif assigné à Mauricio Pochettino pour la nouvelle saison, c'est de tout faire pour aller décrocher ce Graal-là. Et l'effectif, le matériel qui est en place a été taillé pour aller soulever ce trophée-là. Bien évidemment, ça ne sera pas facile pour Mauricio Pochettino, mais je pense qu'il y a quand même de la qualité dans cette équipe pour rêver de la Ligue des Champions. Parce que quand vous avez dans votre écurie un joueur comme Sergio Ramos, l'un des meilleurs défenseurs de tout le temps, qui respire la gagne, qui peut transmettre en tout cas cette mentalité-là à ses coéquipiers. Quand vous avez des ribambelles, des myriades de bons joueurs devant, notamment des artistes comme Kylian Mbappé, capable de fulgurance, même si il n'est pas très bien dans sa tête avec le tir au but raté. Le tir au but raté. Face à la Nati. Mais je pense qu'il va vouloir prendre sa revanche et lors de la saison prochaine, on le verra plus prendre ses responsabilités dans cette formation parisienne avec des joueurs comme Giorgino Wijnaldum qui ont rejoint également le navire. Je pense que le PSG a quand même de quoi se réjouir. Et l'objectif, on va attendre de voir la fin de la saison si elle sera atteinte. Compartiment par compartiment, vous l'aviez dit, il y a du matériel, mais on sent également de petits différents. On va les prendre. Okay. Un à un. Quand on prend la défense, Sergio Ramos et Kimpembe. Oui, aujourd'hui, Mauricio Pochettino, il a en tout cas une certaine variété qui s'offre à lui. Est-ce qu'il va continuer dans cette défense à 2 au niveau de la défense à 4, ou est-ce qu'il va changer son logiciel tactique en une défense à 3, puisqu'il y a une arrivée majeure, notamment celle de Sergio Ramos. Sergio Ramos, est-ce qu'il sera sur le banc? Voilà un peu la grosse interrogation. Maintenant, il peut décider de jouer avec 3 défenseurs derrière, Presnel, Kimpembe, Marquinhos et Sergio Ramos, avec 2 joueurs en piston sur les côté gauche, Juan Bernat, Achraf Hakimi, un joueur qui a joué dans ce dispositif avec l'Inter de Milan, le Marocain, qui peut occuper le flanc droit, parce que c'est un joueur qui a beaucoup de gaz, il est monté, il répète les courses à haute intensité, il a de la qualité dans l'enjeu. Peut-être un trio, un trident, Marco Verratti, auréolé de son titre de champion d'Europe, Giorgino Wijnaldum et Idrissa Gana Gueye, et devant également la triplette, bien évidemment, Neymar, Mbappé et Angel Di Maria. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à Mauricio Pochettino. L'enjeu ici, la problématique, c'est d'arriver à trouver l'équilibre nécessaire, l'équilibre collectif, tant sur le plan technique que sur le plan physique, pour pouvoir permettre à cette équipe-là de pouvoir battre ses adversaires. Attention à ne pas tout faire pour mettre en place une équipe ultra offensive, au risque
de lézarder, de fissurer l'équilibre de cette équipe. Voilà un peu la problématique qui va se poser à Mauricio Pochettino. Je pense qu'il a quand même l'expérience nécessaire, ancien entraîneur de Tottenham, de Southampton, pour pouvoir bien gérer ce cas. Parce qu'aujourd'hui, il a contribué forcément à l'arrivée de ces joueurs-là, parce qu'il a travaillé avec le directeur sportif Leonardo. Ils ont ciblé les carences de cette équipe et ils ont recruté en fonction des manquements, en fonction des besoins, et il sera à même de bien gérer cet effectif-là. La qualité, on en trouve également au niveau du milieu du terrain. L'arrivée peut-être de Wijnaldum et déjà les cadres qui sont là risquent de peser lourd dans l'avenir de l'Africain Idrissa Gana Gueye. Ah oui, effectivement, c'est une très belle analyse. Je pense qu'aujourd'hui, Idrissa Gana Gueye, il est menacé parce que Georginio Wijnaldum, c'est quand même un joueur d'expérience. Il a gagné la Ligue des Champions avec Liverpool, international néerlandais, capitaine d'ailleurs de cette formation Batav. C'est un joueur qui est beaucoup plus complet comparativement à Idrissa Gana Gueye, même si j'adore le pensionnaire, l'ancien pensionnaire de Diambars. Je pense aujourd'hui que Georginio Wijnaldum a un temps d'avance sur lui, parce que c'est un joueur, au-delà de ses qualités de récupération, il est capable de pouvoir déclencher les pressings, il est également capable de faire de très bonnes relances. Il a une qualité technique au-dessus de la moyenne, comparativement à Idrissa Gana Gueye qui se contente souvent de récupérer les ballons et de pouvoir servir en même temps ses coéquipiers. Georginio Wijnaldum, lui, il se projette vers l'avant. Donc cette qualité-là va peser dans la balance pour que Georginio Wijnaldum soit souvent titulaire. Mais il ne faut pas occulter quand même tout ce que Idrissa Gana Gueye a déjà fait avec le PSG. Il a toujours des qualités. Je pense que la saison, elle sera longue, elle sera très, très disputée. Parfois, il va falloir compter avec la fatigue. Les joueurs seront étreints, ils seront rincés parce qu'il y a plusieurs matchs, plusieurs compétitions. La Ligue des Champions, la Ligue 1, la Coupe de la France, la Coupe de France, la Coupe de la Ligue. Et donc, à ce niveau, Mauricio Pochettino pourrait faire un turnover. Et à ce niveau-là, Georginio Wijnaldum pourrait quand même véritablement... Et que disent ce joueur Idrissa Gana Gueye, autant pour moi, pourrait quand même trouver également du temps de jeu dans cette équipe. Aujourd'hui, avec cet effectif-là, surtout dans l'an 2, avec les Marco Verratti, on s'entend voir un PSG beaucoup plus fluide dans le jeu, beaucoup plus créatif, beaucoup plus inventif, qui doit être capable de pouvoir véritablement faire face à ses adversaires tout au long de la saison. Et donc, compte tenu de son âge, Donnarumma, c'est l'avenir sans doute du Paris Saint-Germain. Exactement, absolument. 22 ans, comparativement à Kylian Navas en 4 ans. Vous convenez avec moi que c'est le PSG est comme ça en train de préparer l'avenir, l'après Kylian Navas. Et ce gamin, le natif de Mestalla, dans la banlieue romaine, je parle de Gianluigi Donnarumma, il est très ambitieux, il va tout faire pour pouvoir chipper la place de titulaire à Kylian Navas. Et lui dire, vous avez tout gagné, c'est mon tour de gagner. Merci beaucoup à vous. Henri Akodo, vous êtes le responsable du site afriqueexpressport.net. On va marquer juste une petite pause et on revient pour Regard Croisé.